Owen avait 54 ans. Il avait rencontré Emily quand elle n'avait que 9 ans. Sa mère, Lillian, et lui avaient tous deux traversé des divorces difficiles. Celui de Lillian avait été un peu plus compliqué que le sien. Son ex-mari, Philippe, n'était pas très présent. Il apparaissait peut-être 2 fois par an, déposait un chèque, emmenait peut-être Emily manger une glace, puis disparaissait à nouveau pendant 6 mois. Pendant ce temps, Owen et Lillian construisaient quelque chose de stable, jour après jour. Il n'essayait de remplacer personne, mais il était toujours là pour les pièces de théâtre de l'école, les genoux écorchés, les devoirs de maths tard le soir et le premier chagrin d'amour. Il se montrait, même quand ce n'était pas pratique, surtout quand ce n'était pas pratique. Avec le temps, Emily commença à l'appeler papa. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait jamais demandé. En fait, il lui avait dit très tôt, « Je n'essaierai jamais de prendre ce rôle, à moins que tu ne le veuilles. » Le jour où elle leva les yeux vers lui après sa remise de diplôme du collège et dit « Merci, papa », il eut les larmes aux yeux. Lillian lui serra la main comme si elle savait exactement ce que cela signifiait pour lui. Il paya l'appareil dentaire d'Emily. Il l'aida à avoir sa première voiture. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste une Honda d'occasion sûre pour laquelle il avait économisé. Quand elle fut admise à l'université de ses rêves, il conduisit lui-même le camion U-Haul et passa 2 nuits à assembler des meubles IKEA dans sa chambre d'étudiante. Chaque Noël, anniversaire ou mardi quelconque où elle oubliait son parapluie, il était là. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il l'aimait. Mais quelque chose changea quand elle eut 20 ans. C'était subtil au début. Les merci devinrent moins fréquents. Ses appels téléphoniques se transformèrent en rapide vérification transactionnelle. Puis, pendant sa dernière année d'université, Philippe réapparut en force. Il avait apparemment tourné une nouvelle page. Il commença à poster de vieilles photos d'eux ensemble sur Facebook, écrivant des légendes comme « Si fier de ma petite fille », en recadrant soigneusement Owen et Lillian de chaque image. Emily s'imprégna de tout cela comme si elle avait été affamée de son approbation. Owen ne la blâmait pas. Chaque enfant veut être désiré par son parent, même si ce parent ne se montre que lorsque c'est pratique. Pourtant, Owen ne pouvait s'empêcher de se sentir mis de côté, comme s'il n'avait été que le professeur remplaçant pendant tout ce temps. Puis vinrent les fiançailles. Emily était ravie. Au début, Owen était sincèrement heureux pour elle. Il se souvenait d'être assis sur le canapé pendant qu'elle agitait sa main devant eux, la bague en diamant attrapant la lumière. Lillian applaudit et Owen serra Emily dans ses bras. « Nous sommes si fiers de toi, dit-il. » Emily sourit, mais le sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Merci. Je suis juste contente d'avoir mes 2 parents pour m'accompagner à l'hôtel, dit-elle. Owen cligna des yeux. Lillian lui jeta un regard et s'éclaircit la gorge. « Tu veux dire, commença-t-elle. Mais Emily la coupa. « Bien sûr, je parle de papa, dit-elle, en parlant de Philippe. Pas de l'homme qui lui avait appris à faire du vélo ou qui était resté avec elle quand elle avait la grippe. Pas Owen. Il ignora cela sur le moment. Il se dit que ce n'était qu'une phase. Peut-être était-ce un moment sentimental. Elle renouait avec ses racines, essayant de construire un pont. Il pouvait respecter cela. Il pouvait même s'effacer pour cela. Mais les signes continuaient de s'accumuler. Elle recommença à appeler Philippe « papa » exclusivement et se référait à Owen par « Owen » chaque fois qu'ils étaient entourés d'autres personnes. Elle retira son nom de famille de ses biographies sur les réseaux sociaux, qui lisait autrefois « Emily Thompson » et revint à son nom de naissance. Elle ne lui demanda pas de faire un discours au mariage. Lorsqu'il proposa gentiment d'aider à couvrir une partie des frais du mariage, elle sourit, hocha la tête, puis lui demanda s'il pouvait avancer les $12 000 pour l'acompte de la salle. Aucune mention de remboursement. Aucun merci. Juste la supposition qu'il s'en occuperait. Et il le fit. Pas pour elle, mais parce qu'il savait que Lillian ne supporterait pas de voir le grand jour de sa fille s'effondrer. Il se dit de ne pas le prendre personnellement. Il se dit qu'il le faisait pour la famille, par amour. Mais au fil des mois, il se sentit plus comme un distributeur automatique de billets sur pattes que comme une figure paternelle. Lillian le remarqua aussi. Elle essaya d'en parler à Emily, doucement, prudemment, mais Emily la rabroua,
l'accusant d'essayer de la culpabiliser parce qu'elle voulait son « vrai » père dans sa vie. Ce mot « vrai » piqua plus qu'Owen ne le laissait paraître. Une semaine avant le mariage, il entendit une conversation qu'il n'était pas censé entendre. Il rentra tôt du travail et s'arrêta dans le couloir en entendant Lillian et Emily parler dans la cuisine. « Il a payé pour presque tout, Emily, » dit Lillian, sa voix basse mais ferme. « Tu ne peux pas juste prétendre qu'il n'existe pas. Il a été plus un père pour toi que Philippe ne l'a jamais été. » Emily ricana. C'était son choix. Personne ne l'a forcé. « Tu l'appelais papa avant, » dit doucement Lillian. « C'était avant que j'en ai un vrai à nouveau, » lança-t-elle. Owen fit demi-tour et ressortit directement. Il ne dit pas un mot. Il conduisit simplement jusqu'à ce que le voyant d'essence s'allume. Le jour du mariage arriva. Owen mit son plus beau costume. Il noua sa cravate 3 fois avant de réussir le nœud. Il arriva tôt, aida à installer les chaises, coordonna avec les traiteurs et s'assura que le système de sonorisation fonctionnait. Emily le reconnut à peine quand il passa près d'elle. Philippe arriva en retard, portant une eau de Cologne si forte qu'elle aurait pu vider la pièce. Emily poussa un cri aigu et le serra dans ses bras comme un soldat revenant de la guerre. Owen resta en retrait, observant tout, se sentant comme un figurant dans un film pour lequel il avait payé mais dans lequel il n'avait pas le droit de jouer le rôle principal. Pendant la cérémonie, il s'assit tranquillement à côté de Lillian. Lorsque l'officiant demanda qui l'accompagnait à l'hôtel, Emily passa son bras sous celui de Philippe et rayonna. Aucune mention d'Owen, pas même un regard. La réception fut encore pire. La danse père-fille, c'était avec Philippe. Son discours, elle remercia sa mère, ses merveilleux nouveaux beaux-parents, et mon incroyable papa, Philippe, qui est revenu dans ma vie juste au bon moment. Elle ne prononça pas le nom d'Owen, pas une seule fois. Il ne fit pas de scène. Il ne partit pas. Il sourit quand les gens le regardaient. Il serra des mains. Il porta un toast aux mariés. Il applaudit pendant les danses. Mais à l'intérieur, quelque chose se désagrégeait lentement. Une combustion lente et silencieuse. Après que le gâteau fut coupé et que la plupart des invités furent partis, il se tenait près de la table du fond, ramassant sa veste. Quand elle s'approcha de lui, elle avait l'air radieuse et suffisante, le genre de fatigue qui vient après une longue journée à être célébrée. Elle lui tendit un morceau de papier plié. « Le solde final », dit-elle joyeusement, comme s'il réglait simplement une note après le déjeuner. « J'ai pensé que tu voudrais t'en occuper avant que nous prenions l'avion demain. » Il déplia le papier. Le nombre lui fit serrer la mâchoire. Il la regarda. Elle sourit, s'attendant à ce qu'il hoche la tête et sorte son portefeuille, comme toujours. Il ne le fit pas. Et c'est alors qu'il se tourna et passa juste devant elle, descendit les escaliers, traversa le parking et disparut dans la nuit sans dire un seul mot. Il ne dormit pas cette nuit-là. Pas parce qu'il était en colère. Cela aurait été plus facile. Il ne se sentait même pas blessé, exactement. Ce qu'il ressentait était quelque chose de plus froid, comme si une porte s'était refermée doucement quelque part au fond de lui. Et il n'avait ni l'énergie ni le désir de jamais la rouvrir. Il fixa le plafond pendant des heures, regardant les ombres changer avec les phares qui passaient devant la fenêtre de sa chambre. Elle rentra tard, clairement énervée, clairement consciente que quelque chose avait changé. Elle essaya de lui parler, mais il lui dit doucement, « Pas ce soir. » Il n'était pas prêt à dire à voix haute ce qu'il savait être imminent. Le lendemain matin, son téléphone vibra sans arrêt. Appel manqué, message d'elle, de sa belle-fille, même de son ex-mari, ce qui le surprit car l'homme l'avait à peine reconnu de tout le week-end. Il les ignora tous. À la place, il se fit un café, s'assit dans son bureau à domicile et sortit un épais classeur intitulé « Dépenses de mariage », chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque facture, tout soigneusement classé. Cela s'élevait à un peu moins de 38 000 $. Il avait payé plus de 80% de l'événement entier, y compris les extravagantes améliorations de dernière minute. Elle avait absolument tenu à avoir des centres de table importés, un bar à tacos star dans la nuit et cette ridicule tour de champagne. Et le solde final qu'elle lui avait remis, ce n'était pas une facture officielle. C'était juste un total griffonné qu'elle avait écrit elle-même, incluant des postes qui avaient déjà été payés par lui. Essentiellement,
elle l'avait doublement facturé et pensait qu'il serait trop indulgent ou trop sentimental pour la contredire. Il passa ce dimanche à déposer une réclamation auprès de la salle et de chaque fournisseur qu'il avait payé directement. Il envoya les reçus, les emails et les preuves de paiement. Il gela la partie restante du fonds de mariage qu'il avait sur un compte joint avec elle, quelque chose qu'il avait mis en place pour qu'elle puisse faire des achats d'urgence avant le mariage. Il envoya également un simple message à sa belle-fille: « Je ne serai plus responsable d'aucune partie des frais de ton mariage à l'avenir. Tout solde impayé est entre toi et ton père biologique. Veuillez adresser toute communication future par l'intermédiaire de ta mère. Je te souhaite tout le meilleur dans ta nouvelle vie. » Il ne signa même pas. Il appuya simplement sur envoyer et éteignit son téléphone. Cette nuit-là, lui et sa femme eurent la conversation, une vraie. Fini de marcher sur des œufs. Elle avait le cœur brisé, non seulement à cause de sa fille, mais à cause de la façon dont tout cela s'était déroulé. Elle admit qu'elle avait remarqué le changement de comportement de sa fille mais espérait que ce n'était que de la nervosité ou du stress. « Je pensais qu'elle reviendrait à la raison, » dit-elle. « Je pensais qu'une fois qu'elle verrait tout ce que tu as fait pour elle. » Elle l'a vu, dit-il doucement. Elle s'en fichait, c'est tout. Elle n'argumenta pas. Les jours suivants furent un tourbillon. Sa belle-fille envoya un long email apitoyé, non pas pour s'excuser, mais pour se justifier. Elle dit qu'elle ne voulait pas le blesser, mais que c'était son jour et qu'elle ne devrait pas avoir à faire semblant pour le confort de quelqu'un d'autre. Elle ajouta également qu'elle pensait qu'il était puéril d'être parti et d'avoir abandonné ses responsabilités, ce qui était un comble considérant qu'il avait été la seule raison pour laquelle son mariage avait même eu lieu. Il ne répondit pas. Une semaine plus tard, son père biologique appela. C'est exact. L'homme qui n'avait pas payé un centime pour le mariage, qui était arrivé en retard, avait dansé, posé pour des photos et était parti. Maintenant, il avait l'audace de laisser un message vocal disant « D'homme à homme, je pense que tu as réagi de manière excessive. Tu sais, les filles et leur père, c'est émotionnel. Elle avait besoin de moi. Et j'ai répondu présent. » Ne la punis pas d'avoir choisi sa vraie famille. Il resta assis là, fixant son téléphone comme s'il avait développé des crocs. A répondu présent. Il avait répondu présent quand elle était à l'hôpital à 13 ans avec une appendicite et que son père était trop occupé. Il avait répondu présent quand son aide financière avait échoué en 2e année et qu'elle était trop gênée pour le dire à qui que ce soit. Il avait répondu présent chaque jour pendant une décennie sans jamais demander de reconnaissance. Mais bien sûr, son père lui avait acheté une montre et s'était tenu à côté d'elle en smoking et soudain, il était le père de l'année. C'est alors qu'il décida qu'il n'allait pas simplement s'en aller. Il allait faire comprendre qu'il en avait fini d'être utilisé. Il appela le comptable qui gérait ses finances personnelles et lui dit de commencer à dissoudre le compte joint. Il mit à jour son testament. Sa belle-fille ne figurait plus comme bénéficiaire. Il fit un don important à un fonds de bourse d'études pour les jeunes en famille d'accueil. Des enfants qui, contrairement à elle, avaient réellement besoin de soutien. Puis il écrivit une dernière lettre à sa femme. Pas rancunière, pas en colère, juste finale. Il y expliquait qu'il ne la blâmait pas pour ce qui s'était passé, pas entièrement, mais qu'il ne pouvait pas continuer à se dévouer à une famille qui ne voyait sa valeur qu'en chiffres et en transactions. Il lui dit qu'il tenait toujours à elle et qu'il tiendrait toujours, mais qu'il devait protéger le peu d'amour propre qui lui restait. Il laissa la lettre sur le comptoir de la cuisine et emménagea dans un appartement en copropriété de l'autre côté de la ville qu'il avait discrètement acheté des mois plus tôt comme plan de secours. Il n'aurait jamais pensé l'utiliser réellement, mais quelque chose en lui l'avait su. Peut-être attendait-il juste une raison. Les semaines passèrent, puis un mois. Elle essaya de le contacter plusieurs fois. Sa fille, non. Il entendit par un ami commun qu'elle et son père avaient essayé de contracter un prêt personnel pour couvrir le reste des frais du mariage, mais qu'ils avaient été refusés. Apparemment, ils étaient stupéfaits que le beau-père riche se soit soudainement transformé en fantôme. Puis un après-midi, alors qu'Owen était au travail, il reçut un message de Lilian, « Elle est ici. Elle veut parler. S'il te plaît, elle pleure. » Il ne répondit pas tout de suite. Il resta assis à son bureau, fixant le message, se souvenant de chaque sourire qu'il avait donné à cette fille. Chaque petit moment de paternité dont il pensait qu'il avait signifié quelque chose. Chaque dollar, chaque nuit blanche,
chaque regard fier à la remise des diplômes, chaque « ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi » murmuré. Puis il se leva, prépara sa mallette et rentra chez lui. Quand il entra, Emily était assise sur le canapé du salon, les mains jointes, les yeux rouges. Elle se leva en le voyant. « Owen » commença-t-elle. Mais il leva une main, et ce qu'il dit ensuite, et ce qu'elle fit en réponse, changea tout. Elle ouvrit à nouveau la bouche, mais il resta silencieux, calme, maître de lui. Il passa devant elle, posa sa mallette sur la table comme s'il rentrait d'une journée de travail ordinaire, puis se tourna et croisa son regard. Vraiment croisa son regard, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus ferme, de plus définitif. « Tu sais, dit-il, quand tu avais 13 ans, tu m'as supplié de venir au petit déjeuner père-fille de ton école parce que tu ne voulais pas t'asseoir seul. Tu as dit que Philippe n'avait même pas envoyé de SMS depuis 6 mois. J'ai pris ma matinée, j'ai porté cette horrible cravate bleue que tu aimais et j'ai apporté tes muffins préférés. Tu m'as tenu le bras et tu as dit à tout le monde que j'étais ton père. » Emily cligna des yeux, les lèvres pincées en une ligne serrée, les joues rouges. De gêne ou de honte, Owen ne pouvait le dire. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-elle doucement. « Je me souviens de tout, Emily, parce que j'étais là pour tout, et je ne tenais pas les comptes. Pas à l'époque. Mais apparemment, quelqu'un le faisait. » Elle baissa les yeux sur ses mains, tordant ses doigts. « J'ai tout gâché, dit-elle. Je sais que je l'ai fait. J'essayais de, je ne sais pas, faire la paix avec les choses. Philippe voulait être plus impliqué. Je ne pensais pas que ça te blesserait comme ça. » Owen pencha la tête. « Tu ne pensais pas, ou tu t'en fichais ?» Elle tressaillit. « Ce n'est pas juste. » « Ce qui n'est pas juste, » la coupa-t-il, sa voix basse mais inébranlable, « c'est que tu m'as fait payer une place à une table à laquelle je n'ai jamais vraiment été invitée. Tu es passé devant moi encore, et chaque fois je me disais de laisser tomber. Je suis resté assis là, à travers chaque offense, chaque omission, chaque effacement de 10 ans de ma vie. Et j'ai quand même payé les serviettes. » Cette dernière phrase l'a pris au dépourvu. Elle leva les yeux, confuse. « Les serviettes. » « Des serviettes en lin monogrammé sur mesure, » dit-il, riant presque de l'absurdité. 4 472 $ pour du lin avec ton nouveau nom de famille. Celui dont je ne fais pas partie. Silence. « Je ne voulais pas que ce soit comme ça, » murmura-t-elle. « Juste, je me suis laissé emporter par l'idée d'avoir enfin mon vrai père. Je pensais que tu... Je pensais que j'encaisserais, c'est ça, » l'interrompit-il, mais plus doucement maintenant, comme toujours. Lilian sortit alors du couloir, les yeux rouges. Elle devait avoir écouté. Elle ne dit rien, mais Emily se tourna vers elle comme vers une bouée de sauvetage. « Maman, dis-lui. » Mais Lilian secoua simplement la tête lentement. « Non, Emily. Pas cette fois. » Emily regarda entre eux, réalisant peut-être pour la première fois qu'elle n'allait pas être sauvée par le sentimentalisme ou la culpabilité. Le sol sous ses pieds bougeait, et elle ne savait pas comment se stabiliser. « Je ne m'attendais pas à ce que tu disparaisses comme ça, » dit-elle, la voix brisée. « Je n'ai pas disparu, » répondit Owen. « J'ai juste arrêté de me montrer pour les gens qui me traitent comme un service public. Tu as fait un choix à ton mariage. J'en fais un maintenant. » Les larmes montèrent à ses yeux, mais il ne sentit rien monter en réponse. Ni pitié, ni satisfaction, juste de l'immobilité. « Je suis venue pour m'excuser, » dit-elle. « Pour arranger les choses. »« Non, » dit-il. « Tu es venue pour arrêter les retombées. »« Ce n'est pas la même chose. » Elle s'assit, soudainement dégonflée. « Alors c'est tout ? Tu en as juste fini ?» Il la regarda longuement. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais ce que je sais, c'est que le pardon ne peut pas être exigé après un silence comme celui-là. Il doit se mériter. Et ce n'est pas quelque chose que je peux distribuer comme un autre chèque. » Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois, elle n'argumenta pas, ne protesta pas, n'essaya pas de s'expliquer. Elle resta juste assise là, entourée par les décombres d'une relation qu'elle n'avait même pas réalisé avoir démolie jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Owen rassembla ses affaires, fit un signe de tête à Lilian et se dirigea vers la porte.
Juste au moment où il l'atteignit, Émilie appela derrière lui, la voix tremblante. « Qu'est-ce que je dois faire pour arranger ça ?» Il s'arrêta, la main sur la poignée de porte, sans se retourner. « Tu commences par ne pas me demander de te le dire, » dit-il. Puis il sortit. Il n'alla pas loin, juste au coin de la rue, pour respirer, pour se vider la tête. Il n'était pas sûr d'en avoir fini pour toujours, mais il était sûr d'en avoir fini d'être pris pour acquis. Et ce qui se passa dans les jours qui suivirent, eh bien, c'est là que les choses devinrent réelles. Le lendemain matin, son téléphone resta silencieux. Pas de message, pas d'appel manqué, pas d'excuses, juste une boîte de réception vide et un étrange silence qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Et malgré tout, il vérifiait toujours. Non pas parce qu'il espérait qu'elle supplierait, mais parce qu'il avait besoin de savoir si elle laisserait vraiment tomber sans se battre. Elle le fit. Pendant 3 jours, il n'y eut rien. Lilian envoya un SMS une fois, un simple « Je suis tellement désolé ». Il ne répondit pas. Il n'était pas en colère contre elle. Pas vraiment. Mais il avait besoin d'espace. Pendant des années, il avait été la fondation sur laquelle tout le monde construisait sa vie. Et maintenant qu'il s'était retiré, les fissures apparaissaient. Il en avait fini d'être le personnage secondaire stable. Il voulait voir si quelqu'un se souvenait de qui tenait la caméra pendant tout ce temps. Le 4e jour, on frappa à la porte de son bureau, pas de l'appartement, son vrai bureau où il dirigeait son entreprise de conseil. Son assistante le contacta par interphone, l'air un peu mal à l'aise. « Il y a une jeune femme ici, » dit-elle. Elle dit s'appeler Émilie. Elle n'a pas de rendez-vous. Owen marqua une pause. Son premier instinct fut de lui dire de renvoyer Émilie, mais quelque chose dans la façon dont son assistante prononça son nom le rendit curieux. Fatiguée, peut-être, ou nerveuse. « Faites-la entrer, » dit-il. Émilie entra, non pas avec l'arrogance qu'elle portait autrefois comme un parfum, mais lentement, comme quelqu'un qui entre dans une église ou une chambre d'hôpital. Ses cheveux étaient attachés en arrière, son maquillage minimal, pas de sac à main de marque, pas de sourire suffisant, juste elle et un mince dossier glissé sous son bras. Elle s'assit en face de lui et ouvrit le dossier sans dire un mot. À l'intérieur se trouvait une collection de reçus, de relevés bancaires, de détails de paiement et une lettre dactylographiée, soigneusement mise en page, avec un en-tête qui disait « Rapport de réconciliation des dépenses de mariage ». Elle le fit glisser sur la table vers lui. « J'ai tout examiné », dit-elle doucement. Chaque fournisseur, chaque virement, chaque poste. J'ai appelé la salle, le traiteur, même le fleuriste. J'ai fait une liste de ce que tu as payé et de ce que je te dois. J'ai ajouté des intérêts et j'ai divisé le tout en un plan de remboursement sur 3 ans. Si tu acceptes les conditions, je le signerai. Owen cligna des yeux. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle était juste assise là, faisant la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, assumer ses responsabilités. « J'ai reçu ton message, » dit-elle doucement. « Et je l'ai détesté. Au début, j'ai pensé que tu étais dramatique, même mesquin. Mais ensuite, j'ai commencé à y réfléchir. Pas de mon point de vue, mais du tien. » Il l'observa attentivement. « Je me suis souvenu de la fois où tu as conduit 6 heures pour rentrer d'un voyage d'affaires parce que j'avais oublié que mon essai d'université était dû et que j'avais besoin d'aide pour la relecture. Tu es resté avec moi jusqu'à 2 heures du matin, puis tu es parti à 5 heures pour être à une réunion dans un autre état. Tu n'en as même plus reparlé. Tu l'as juste fait. » Elle baissa les yeux sur ses mains, et Owen pensa à la fête d'anniversaire qu'il avait eue à 16 ans. Celle où Philippe avait dit qu'il viendrait mais n'était jamais venu. Elle continua, « Tu as fait le tour de la ville pour essayer de trouver le dernier exemplaire de cette série de livres épuisés que j'adorais et tu me l'as donné comme si de rien n'était. Et je t'ai serré dans mes bras. Je t'ai vraiment serré dans mes bras, parce qu'à ce moment-là, il ne me manquait pas du tout. » Sa voix trembla, mais elle la maîtrisa. « Je me suis souvenu de tout. Et plus je me souvenais, plus je me sentais mal, parce que j'ai réalisé que je ne t'avais pas seulement effacé du mariage, je t'avais effacé de mon histoire. Comme si tu étais un substitut jusqu'à ce que le vrai père se montre. » Elle croisa enfin son regard. « Mais tu n'as jamais été un substitut. Tu as été le seul qui soit resté. » Owen ne dit rien. Il ne pouvait pas.
Sa gorge s'était nouée et il n'était pas sûr de faire confiance à sa voix pour le moment. Je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui, dit-elle. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Tout. Et je vais arranger les choses, non pas avec des mots, mais avec du temps, avec des actes. Owen ouvrit le dossier qu'elle avait posé sur la table. Les chiffres étaient exacts. Le plan était juste. Elle avait même inclus une clause stipulant que si elle manquait plus de 2 paiements d'affilée, la dette deviendrait immédiatement exigible en totalité. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il ne s'en était jamais agi. Mais elle le savait, et c'est pourquoi cela importait. Après un long moment, Owen hocha la tête. Très bien, dit-il. Voyons à quel point tu es sérieuse. Elle expira, non pas avec soulagement, mais avec quelque chose de plus profond. Résolue, peut-être. C'était il y a 6 mois. Depuis, elle avait effectué chaque paiement à temps. Petit au début, 150 par-ci, 2 cents par-là, mais constant. Plus que cela, elle s'était montrée. Elle appelait 1 fois par semaine. Elle l'invitait à dîner avec elle et son mari. Juste 3. Pas de grands discours, pas d'excuses forcées, juste une chance de parler, de rire, de recommencer. Lillian et Owen eurent aussi leur propre parcours. Ils ne se remirent pas ensemble. Pas tout de suite. Ils prirent un peu de distance, et dans cet espace, ils parlèrent plus honnêtement qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Ils se revoyaient maintenant, prudemment, lentement, comme 2 personnes apprenant à faire confiance les yeux ouverts. Emily lui demanda la semaine dernière s'il envisagerait de faire partie de la vie de son enfant. Elle est enceinte. Owen pensa, prévu dans quelques mois. Sa voix trembla quand elle demanda, comme si elle s'attendait à ce qu'il dise non. Il ne le fit pas. Il lui dit qu'il y réfléchirait. Et puis il sourit. J'ai beaucoup de bonnes histoires à raconter pour s'endormir en réserve. Elle pleura. Des larmes de joie, cette fois. Il n'était pas parfait. Il y avait encore des cicatrices. Mais les cicatrices signifiaient la guérison, pas l'oubli. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, Owen ne se sentait plus invisible. Il se sentait vu. Non pas pour ce qu'il donnait, mais pour qui il était, qui il est. Et parfois, c'est la vengeance la plus puissante de toutes. Pas la sortie silencieuse, pas l'adieu froid, mais devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent plus ignorer. Parce qu'en fin de compte, Owen n'est pas parti pour les culpabiliser. Il est parti pour se rappeler qu'il comptait toujours. Et maintenant ils le savent.